Salut à tous, épisode 17 avec cette Groupama FDJ de Lenny Martinez, Romain Grégoire, David Gaudu et consorts. Je vous propose ici de terminer la Vuelta avec quelques idées en tête, et puis après il y aura quelques petites classiques très sympathiques. Québec, Montréal, une petite surprise pour Thibaut Pinot aussi. Quoi qu'il en soit, on était resté avec 1 minute d'avance environ sur les principaux rivaux pour David Gaudu sur cette Vuelta au bout de 13 étapes, et notamment après cette fameuse étape qui arrivait au col du Tourmalet. Et on était plutôt en bonne situation, puisque David Gaudu, dès le lendemain, sur l'étape 14, touchait enfin son pic de forme. On avait eu du mal à le monter, celui-là, puisque David Gaudu ayant couru le Tour de France, eh bien on était malheureusement sur beaucoup de fatigue accumulée et difficulté à reconstruire un pic de forme. J'avais fait suivre à David Gaudu quelques stages, je crois deux stages sur 4 possibles, alors que tous les autres équipiers ont fait les 4 stages possibles pour cette Vuelta, donc grosse prépa. Et sur cette étape 14, qui est piégeuse, avec enchaînement de difficultés assez intéressant, j'ai décidé d'envoyer à l'avant Stewart, et puis dans un deuxième temps Thompson. Voilà, donc c'était un peu le projet, c'était de mettre des types à l'avant pour essayer de les protéger en fait de la bataille des leaders, qui les auraient sûrement fait exploser au moment où les choses allaient se compliquer, notamment voilà sur cet enchaînement de 2 cols de hors catégorie, avec sûrement craquage dans le deuxième, si on les laisse dans le peloton. Et puis là, en l'occurrence, en laissant Stewart et Thompson à l'avant, il y a peut-être moyen que Gaudu puisse les récupérer à un moment donné, quitte à les relever un peu. Bref, le projet, il était un petit peu comme ça. On voit que parmi les coureurs un petit peu à surveiller, il y a Simon Kerr, porteur du maillot du classement de la montagne. Puis après, nous, on essaye de rester à l'avant sur ce type de situation-là, rester à l'avant de ce gros groupe d'échappés, 25 coureurs environ, rester à l'avant pour ne surtout pas non plus commettre trop d'erreurs et ne pas se gaspiller, mais stabiliser une position. Vous voyez que l'échappé n'a finalement pas tant d'avance que cela par rapport au peloton. J'oblige par là même d'autres équipes à rouler en tête de peloton. Ça tombe plutôt pas mal, parce que je pense pas avoir les moyens de rouler démesurément. Voilà. Donc ce qu'on pourra observer ici, c'est que Simon Kerr, qui avait effectué un joli rapproché précédemment, est quand même dans l'échappée. L'IA l'a laissé partir, mais ne laisse pas non plus un écart trop grand avec lui. Paul Penhoet est utilisé en protecteur, comme Louis Aski, comme Olivier Legac. Bref, rien de bien différent de ce que je vous ai montré au préalable sur cette Vuelta. L'objectif étant de protéger un certain nombre de coureurs, Thompson à l'avant, Gaudu, Martinez et Grégoire dans le groupe maillot rouge. Et voilà comment finalement on se retrouve au pied du deuxième hors catégorie du jour, avec environ 3 minutes pour l'échapper sur le peloton. Donc peloton qui n'a pas encore explosé, on voit il y a encore plus de 150 hommes qui le composent, et à l'avant aussi, je surveille un peu, voir un petit peu qui peut faire des efforts qui impactent nos coureurs. Peut-être Kerr, justement, il faut se méfier de lui. Et au bout des 2 tiers de l'ascension de ce deuxième hors catégorie du jour, ça craque un peu de partout. Thompson est tout seul devant désormais. Évidemment, Stewart a beau être plein de qualités, il a fait ce qu'il a pu. Il protège ensuite Gaudu, c'est le scénario habituel, ce qui me permet d'économiser un petit peu Lenny Martinez et Romain Grégoire. Voilà, on voit que Buitrago semble avoir 2 bonnes jambes, et Thompson est à la rupture, regardez, proche
proche du GPM de ce col. Rupture pour Thompson qui du coup se rabat. Et moi ce que j'espère évidemment c'est le conserver dans mon groupe de Gaudu, Martinez. Allez, on demande à Lenny Martinez ici de faire l'effort. Et regardez, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une trentaine de secondes quand même qui sont prises grâce à ce joli effort curseur de Martinez avec David Gaudu dans la roue. Donc voilà, c'est bien, ça obligera un peu à rouler derrière. Après, ce qu'il faut, c'est arriver peut-être à se reconstituer. Il y a moyen. Stewart est dans un groupe qui peut rentrer. Lenny Martinez se repose à partir du moment où Mas, Soler, Creswake, Pidcock, Buitrago et compagnie les ont repris. Il est hors de question que je roule à ce moment-là. Attaque de Emmanuel Buchmann. Très bien. Retour de Stewart et surtout Grégoire. Donc là, c'est plutôt une bonne affaire de récupérer 4 équipiers au final de David Gaudu à ce stade-là de la course. Vous voyez que avant la montée finale, s'annonce plutôt une partie roulante sur laquelle, là par contre, je peux demander à un équipier ou deux de faire l'effort. On a toujours la menace Simon Kerr. C'est pour ça que je suis obligé de rouler, car il a beau ne pas pouvoir sur le papier s'imposer sur cette Vuelta, je veux quand même surveiller, peut-être essayer de conserver le maillot à l'issue de cette étape 14, donc obligé de rouler. Dommage, chute de Thompson, va nous obliger à se relever peut-être, cette chute. Est-ce que je relève Stewart ou pas? Oui, on relève Stewart, on va laisser Ineos peut-être faire le travail le temps que Thompson rentre. Ok, tout va bien, on peut se remettre à rouler, et donc c'est chose faite pour amorcer la dernière montée dans les meilleures conditions possibles et avec le moins d'écart possible vis-à-vis du groupe d'échappés. Grégoire va être à un moment donné sollicité pour se sacrifier. Je suis obligé à un moment donné sur certaines étapes de cette Vuelta de faire des choix. C'est tout de même la victoire finale avec David Gaudu qu'on est venu chercher, donc hors de question de ne pas faire de choix à ce moment-là. Martinez va devoir rouler au moment où l'on voit que voilà, pour Romain Grégoire, c'est terminé. Et Martinez va rouler maintenant. Il reste 10 km avec David Gaudu dans la roue. Pour les autres, voilà, merci pour le boulot. Et regardez ce qui se passe. Incroyable. Enric Mas, déjà en défaillance. Bon, voilà, ça fait un éliminé. Un éliminé pour le final de cette Vuelta. Grosse surprise en fait que ce craquage complet de Enric Mas sur cette étape-là. J'ose espérer que ma tactique n'y aura pas été pour rien, mais je mise quand même surtout sur une mauvaise forme du jour. Et on rentre dans le moment décisif. Alors, j'essaie de gérer avec Martinez ici, c'est-à-dire qu'en lui demandant un effort à 76 en relais, je me dis qu'on se consomme pas trop. Et j'ai plus joué, voilà, ici, la carte de Martinez que celle de en rouleur et en soutien pour imprimer du rythme, que celle du protecteur réel pour David Gaudu. On voit que maintenant Martinez a donné tout ce qu'il avait. David Gaudu dans le final, va-t-il pouvoir s'imposer ici? C'est très très tendu, on va tenter l'effort à 99, mais on n'a plus grand chose en réserve. Sprint peut-être? Kemna, oui, Kemna qui va comme ça prendre le meilleur dans les tout derniers hectomètres. Sivakov deuxième, Creswake troisième, quatrième David Gaudu. Soler qui résiste décidément très très bien dans ce type d'ascension depuis le début de cette Vuelta fait 5. Woods, Pidcock et Derek Guy qui est peut-être en train de se chercher un joli top 10, alors que l'on constate que sur la toute fin, il n'en restait plus beaucoup à Simon Kerr. Lenny Martinez limite un peu les écarts.
Buitrago a pris un petit éclat et bien plus loin, regardez, 6 minutes plus tard, c'est Enric Mas qui franchit. Et ben voilà, on a eu donc une belle surprise. Alors Sepp Kuss, qui n'aura jamais été à la fête dans cette Vuelta, arrive très tardivement. Et on fait rentrer tout le monde au bercail. Les équipiers ont bien bossé. Ça a été encore une fois une belle œuvre collective sur cette étape 14. Elle m'inquiétait à l'avance, cette étape-là, parce que je me disais que sur le même type d'étape sur le Tour de France, c'est-à-dire succession d'ascensions très difficiles avec arrivée au sommet final, je me disais qu'on avait pris cher quand même globalement sur le Tour de France. Après, c'était pas face au même type de coureur non plus. C'était face à Pogačar, Vingegaard, Remco. Mais c'est quand même rassurant d'avoir tenu le coup sur cette étape 14. Donc, s'ensuit une étape 15 qui peut-être est moins difficile à aborder, avec traditionnelle arrivée en descente après une dernière petite difficulté. Étape calme, a priori. Là, on va par contre se permettre d'essayer de contrôler la course avec Aski, avec peut-être, je sais pas, est-ce que j'ai économisé Penouette sur celle-là? Oui, un peu. Je l'ai calé dans la roue. Ça veut dire que déjà, je vais peut-être pas lui demander de rouler. On va peut-être demander plutôt à Aski de tenir le plus longtemps possible. Ouais, on reconnaît un final que l'IA n'apprécie pas. Sur Pro Cycling Manager, le jeu gère mal les arrivées comme celle-ci. En fait, il y a plusieurs types de choses que le jeu gère mal, mais notamment les arrivées dans cette configuration-là. Tiens, est-ce que Max Poole, peut-être, pourrait, avec l'aide de Van Hoek, bien terminer cette étape? Bon, bah nous, on maintient un écart suffisant pour qu'ensuite, quand les équipes, comme vous le voyez ici, quand certaines équipes voudront nous aider, eh bien, que l'écart ne soit pas trop important. Donc c'était un petit peu mon leitmotiv, c'était tu roules, comme ça tu limites l'écart, et après, tu n'auras peut-être pas le travail à faire. Et c'est donc un petit peu ce qui se produit dans cette étape-là, avec une échappée qui ne devrait pas trop tarder à être reprise. Ici, vous voyez que pas mal d'équipes sont intéressées à rouler, et notamment donc les Ineos quand même, qui ont joué un grand rôle ici pour reprendre l'échappée. Il reste moins de 20 km. On va essayer juste de se placer. Attaque de Buitrago. Attention, Buitrago qui peut s'en aller si on ne le surveille pas. Donc je vais demander ici, voilà, Romain Grégoire de faire l'effort. Curseur avec Gaudu toujours protégé. Tout va bien. Vous voyez, j'ai laissé Penouette dans la roue au cas où il récupérerait de la barre dans la descente et qu'il pourrait peut-être sprinter, qui sait, en passant avec les meilleurs, mais on s'oriente plutôt vers un duo Grégoire-Buitrago avec un peu plus d'une dizaine de secondes d'avance. Est-ce que ça peut aller au bout? On va voir. On se cale maintenant dans la roue de Buitrago. S'il tient le coup, non, il ne tiendra pas le coup. Regroupement en tête. Et là, 4 km de l'arrivée, descente. C'est un scénario qui est assez classique sur PCM, où finalement, si vous sprintez de très loin, vous avez peut-être une chance que personne ne vous reprenne. C'est donc ce que je me suis un petit peu dit ici. Je me suis dit, on va essayer d'accélérer avec David Gaudu, Lenny Martinez dans la roue. Est-ce qu'on pourrait pas l'offrir à Martinez, celle-là? Regardez, au dernier moment, je cale Gaudu dans la roue, mais c'est trop tard. Ouais, j'aurais pu l'offrir à Lenny quand même. Triplé anecdotique de la Groupama FDJ sur cette arrivée sur lequel on va pas tirer trop de conclusions. Une arrivée en descente, mal gérée. On va juste retenir la mini bonification pour David Gaudu. La mini déception de ne pas avoir pu la laisser à Lenny Martinez, celle-là,
puisqu'il aurait bien mérité de récupérer sa petite victoire d'étape sur cette Vuelta. Penhuet et Grégoire l'ont déjà eu, donc ça aurait été bien de pouvoir lui donner. Malheureusement, je n'ai pas réussi. Finalement, Penhuet, hein, pas si mal, hein. Il a tenu le coche. Hein. Bon, bref, pas grave. On est revenu à des écarts qui ressemblent à peu près à ce qu'on avait en début d'épisode, après l'étape 13. Donc au bout de 15 étapes, 1 minute d'avance pour David Gaudu. Donc le projet initial hein, sur cette Vuelta, c'était tenir le coup pendant 13 étapes, puis essayer de l'emporter dans la 3e semaine avec le pic de forme de David Gaudu. On voit que tout est encore faisable et c'est une étape ici avec seulement difficulté à l'arrivée qui nous attend, difficulté relativement courte, mais avec quelques forts pourcentages, donc il va falloir gérer peut-être doucement le début de course, le début d'étape. Louis Esqui et Paul Penhuet aujourd'hui à contribution pour rouler, maintenir l'écart, toujours selon le même principe. Puis après, si certains veulent aider, eh bien, ce sera tant mieux pour nous. On notera la présence de Gianni Moscon, Loïc Vliegen et surtout Thomas De Gendt à l'avant. Est-ce que l'un de ces 3 hommes va réussir à s'imposer ? Ça dépendra un petit peu de l'écart qu'on leur laisse. Alors moi, je ne roule pas non plus de manière très intense. Hein, je crois qu'à un moment donné, il faut se rendre compte que aucune équipe n'étant venue aider la Groupama FDJ sur l'étape 16, on sera peut-être un peu à l'épuisement hein, pour certains équipiers et on va juste essayer de contrôler la course pour que personne ne reprenne 1 minute ou quelque chose comme ça dans cette difficulté finale qui dure pas très longtemps, elle dure 5 km hein. Et encore, il y a un petit moment de replat. Attaque de Henrik Mas avec George Bennett dans la roue. Henrik Mas qui va peut-être essayer d'aller chercher une étape. C'est une très bonne idée avec du retard au général. Il n'a pas tout le monde qui lui roule dessus. Moi, j'y vais mollo hein, avec Thompson, Grégoire, Martinez qui sont devant David Gaudu, lequel bénéficie encore d'une protection. Vous voyez, c'est le petit truc là quand on laisse un coureur à qui il reste un petit peu d'énergie en automatique et que notre leader est calé dans une roue, il y a une forte chance pour que finalement ce leader soit automatiquement protégé. Et donc c'est un petit peu ce vers quoi je me suis orienté ici. Et victoire finale de Thomas De Gendt. Ça fait toujours plaisir ça. Le fameux Thomas De Gendt a réussi à choper son étape sur cette Vuelta, puis nous on essaie de terminer un petit peu fort avec Grégoire qui accélère à la toute fin, histoire de gagner quelques secondes sur Pidcock, Woods, Sivakov, Cressweg, Buitrago et compagnie, sachant qu'Henrik Mas n'a pas réussi donc à reprendre l'avant, il nous a repris quelques secondes, mais ça c'est assez anecdotique. On se retrouve donc en fort jolie position. Kemna aurait peut-être eu des difficultés que ça ne nous étonnerait pas parce qu'il a eu un petit peu plus de mal à suivre sur cette étape 16 dans l'ascension. Ok, donc victoire pour le Belge Thomas De Gendt au crépuscule de sa carrière avec une victoire sur un grand tour déjà. Je crois que c'est une belle Vuelta pour lui. Et donc on se retrouve avec une 23 sur Sivakov, une 44 sur Kemna, et ensuite plus de 2 minutes sur le reste. Et là arrive le juge de paix. Le juge de paix, c'est cette arrivée à l'Angliru, donc col mythique que nous connaissons tous, avec un plus 4 prévisionnel pour David Gaudu ce jour-là en forme du jour. Bon, on va pas s'enflammer parce que de toute façon, j'ai limité les formes du jour à plus 3, moins 3. Donc, on n'aura jamais plus 4 là-dessus. Mais par contre, on a un joli plus 3 de forme du jour.
et la promesse d'un éclaircissement, encore une fois, du classement général. Alors, la stratégie, toujours début très très soft pour Louis Aski, avec un effort à 67, histoire de maintenir un petit rythme, mais laisser l'opportunité à d'autres équipes de mener la poursuite de l'échappée si ça leur semble juste. Donc 1 minute, voilà, on contrôle. Ça a du mal à s'organiser devant. On peut pas dire qu'il y ait une échappée réelle en ce début d'étape. Même Simon Kerr se relève et n'a pas réellement pu aller au bout de son idée. Voilà, je continue. Paul Penwet qui roule, Jake Stewart, dès lors que ça grimpe peut-être un petit peu plus. De manière générale, j'ai souvent utilisé Aski et Penwet pour rouler sur des étapes comme celle-ci, sur des secteurs un petit peu plus plats. Et par contre, j'ai souvent utilisé Stewart comme le 5e meilleur grimpeur en gros de l'équipe, même s'il ne l'est pas, il n'est pas estampillé grimpeur, mais pour maintenir un rythme peut-être un petit peu plus soutenu dans les difficultés, voilà, dès que le pourcentage augmente. Donc on avait un relatif équilibre là dans cette équipe. Je suis pas mécontent de la manière dont les choses ont été prévues à l'avance, parce qu'à l'arrivée, cette équipe à dominante de jeunes se comporte super bien, et on est même en mesure à des moments d'assumer un peu le maillot rouge de David Gaudu, hein. Donc voilà, Stewart va laisser partir très très gentiment ceux qui cherchent à contrer l'échappée. On a aperçu que Moniquet malheureusement bute, malheureusement pour la Lotto Destiny. Heus faisait partie avec Gébert et Simon Kerr du groupe qui cherche comme ça ici à contrer et à partir, en espérant peut-être qu'on leur laissera un bon de sortie. Il n'en est rien, parce que en cette étape 17, j'ai décidé qu'on allait jouer crânement notre chance. Allez, attaque de Henrik Mas, yes. 10 km du sommet de l'Angliru. Attaque de Henrik Mas pour essayer d'aller chercher Simon Kerr. On voit que Israël fait rouler. Moi, je me maintiens. Y a certains qui peuvent plus vraiment aider. Gaudu a Thompson dans sa roue, mais là, c'est plus pour une protection a priori. Et pour ce qui est de l'effort, à un moment donné, j'ai plus en tête peut-être de demander à Grégoire ou à Lenny Martinez de le faire. Il faut se débrouiller, hein, avec ce qu'on a. Regardez aussi combien de kilomètres il reste. Est-ce que les échappés prennent vraiment de l'avance? Non. Donc ça sert à rien de se consommer exagérément. Les équipiers, voilà, commencent à ne plus pouvoir aider. Merci en tout cas pour le travail effectué. Et là, il est peut-être temps de se repositionner avec Grégoire, voilà, qui va revenir dans la roue. Où es-tu, Lenny? On attend Lenny Martinez, qui doit pas être bien loin. Regardez, il est derrière Woods, Solaire. Il a du mal, il s'accroche. Voilà, Sivakov un petit peu derrière. Attaque de Woods, Solaire, Creswake, Kemna. 4 km, c'est long encore. C'est très très long. Ça sert à rien de s'exciter à ce moment-là. Nous, on veut juste garder de la barre, et on va peut-être commencer à y aller tout doucettement avec David Gaudu en curseur, avec la protection de Grégoire. Protection avec effort curseur, ça marche quand même super bien, hein, dans les forts pourcentages comme ceci. Surtout avec la faiblesse relative du plateau proposé sur cette Volta, hein. Donc ici, on semble un peu marquer le coup, mais c'est parce que je veux pas vider ma barre. Voilà, 82. Je ne veux pas aller trop loin en termes d'effort. Alors tant pis si la victoire nous échappe peut-être, mais au moins il nous restera de quoi
faire l'effort. Regardez, on va même réduire. 74, de toute façon, tout le monde bute ici. Tout le monde bute, personne n'en peut plus. Soler, Buitrago, et retour de David Gaudu, tout doucement. 74, curseur. Mas ne nous fera pas l'arrivée, je pense. Je me maintiens, regardez, à hauteur de Soler. Et après, effort final. Avec même demande de sprint, mais il ne peut plus sprinter, le pauvre David Gaudu, pour aller chercher une victoire de prestige au sommet de l'Angliru et assommer cette Vuelta. Voilà, Buitrago aura quand même bien résisté. Woods, déjà 1 minute. Creswake également. Pidcock, c'était un petit peu trop pentu pour lui. Les 2 gros perdants du jour étant Kemna et Sivakov, qui perdent 2 minutes environ sur David Gaudu. Vous l'avez donc immédiatement déduit. Si vous avez le classement en tête avant cette étape-là, David Gaudu a littéralement mis fin au suspense sur cette étape 17. Voilà. On lève bien les bras pour la photo. Donc très très bonne performance ici sur cette étape de l'Angliru, l'étape 17. C'était vraiment avec cette étape en tête que j'avais prévu mon plan et la planification. Je me doutais quand même que quelque chose d'important devait se passer sur cette étape-là. Alors, évidemment, à l'avance, en planifiant cette Vuelta, moi, je n'avais pas prévu que le plateau serait celui-là. On s'attendait peut-être à voir quelqu'un comme Roglic ou peut-être Evenepoel qui double Tour de France et Vuelta, ou qui sait, Pogacar peut-être. Et ben non, en fait, personne de tous ces gars-là. Donc on a pris ce que le jeu nous a donné. Étape 18 à suivre. On observe ici la courbe de David Gaudu. Vous voyez donc l'énorme pic de fatigue après Tour de France. Puis là, on est en train de revenir au même niveau. Puis on avait attaqué cette Vuelta déjà avec de la fatigue. On rappelle, par tranche de 3% de fatigue au-dessus de 30, c'est 1 point de moins au niveau de préparation. Donc ça descend très très vite. Quand vous êtes à 70, vous prenez un malus de 13 points. Donc ça explique un petit peu l'état de forme de David Gaudu. Mais on a des bonnes formes du jour grâce au pic. Donc on s'en sort par ce biais-là. On s'en sort aussi par le travail des équipiers, lesquels commencent à perdre, c'est logique, progressivement leur pic de forme, puisque eux étaient calés sur le début de la Vuelta. Et donc, ben oui, voilà, ça peut pas durer non plus éternellement. On sait que le pic, c'est entre 18 et 24 jours, souvenons-nous. Donc, ben voilà, des fois, on a des pics à 18, et puis des fois c'est arrivé aussi qu'on ait moins que cela, souvenez-vous, dans d'autres vidéos, dans d'autres parties, des pics surprenants qui durent 15-16 jours. En revanche, plus que 24, j'ai jamais eu. Donc, ça marche dans un sens, mais ça marche pas dans l'autre. Ici, Paul Penwet maintient un rythme relativement tranquille dans cette étape qui peut être piégeuse. Après, avec plus de 3 minutes d'avance, on est quand même plus serein au général. Mais ici, je verrais d'un très bon œil que l'échappée se partage la victoire. Et puis que nous, on termine 3-4 minutes derrière en faisant en sorte que la lutte pour le général soit enterrée et qu'on puisse terminer tranquille. Donc c'est un petit peu l'esprit sur cette étape 18, la gestion. Après, il restera une étape plutôt accessible aux sprinters, 19, puis une étape assez accidentée, 20, mais pas non plus de quoi perdre 4 minutes si on n'a pas un énorme coup dur. Et puis après, ce sera l'arrivée à Madrid. Donc, encore une fois, une opportunité pour les sprinters. Donc, à ce stade,
Voilà, Penouette, vous voyez, il a joué son rôle. Il y a un moment donné où on va le laisser tranquillement récupérer de la barre, mais on va pas non plus tirer dessus comme un dingue, parce qu'il faut qu'il lui reste encore un petit peu d'énergie pour l'étape 19, l'étape 21, où peut-être on le fera sprinter, on essaiera d'organiser un train autour de lui. Désormais, c'est Olivier Legac qui mène le peloton. On voit que Damiano Caruso essaie de rentrer, il s'était fait un peu distancer dans le GPM, sur le GPM pour le sprint GPM précédent, pardon. Thompson, voilà, c'est pareil, ravitaillement, rythme calme, 4 minutes 26 de retard sur l'échappée. Il y a quand même la nécessité sur un grand tour comme ça de laisser à des moments, il faut un peu laisser filer. Donc quand on voit que c'est pas dangereux devant, eh ben on se gêne pas. Alors pour qui la victoire? Verona, Caruso, peut-être Rodriguez, voilà, j'ai un peu repéré des jolies notes pour certains des échappés. Tiens, Guy, qui s'emploie, peut-être joue-t-il une amélioration au niveau du top 10, ou alors servir de relais pour Michael Woods, à voir. En tout cas, moi, ça m'a fait sauter tous mes équipiers, cette accélération de Guy, y compris Thompson, le pauvre, il aura quand même bien donné sur cette Vuelta. Donc 4 minutes 30, là encore, pas vraiment de suspense. Nous, on essaie juste de ravitailler tout le monde. Vous voyez, je mets effort 57, il s'agit de terminer doucement, de pas trop tirer sur la corde. Ah, attaque de Buitrago, ça y est. Difficulté finale, tout en bas. Attaque de Buitrago, qui va normalement mettre le feu aux poudres, parce que si Buitrago attaque, ça veut dire que Sivakov, Kruijswijk, Soler, Kemna doivent réagir. Pour David Gaudu, suffisamment d'avance pour pouvoir bluffer et dire non, moi, pas grave, je lui laisse. S'il veut reprendre une minute, tout va bien. Mais on s'accroche quand même, évidemment, vous en doutez. Lenny Martinez, après l'excellent travail de Romain Grégoire en protection, va s'occuper à son tour d'assurer un peu de protection à son leader. Ça relance, c'est pas mal. Ils ont été assez vifs là-dessus. Alors, victoire de Taramae peut-être? Non, allez, Tom Skynes qui s'impose à la toute fin. Et nous, finalement, on a réussi à suivre, bon an, mal an, l'homme en forme du jour parmi les favoris, Buitrago, et pour finalement même marquer encore un petit peu plus la concurrence et leur infliger trentaine de secondes. Soler, Kemna, vous voyez, on s'en tire encore bien grâce au travail collectif. Gaudu n'a qu'à ramasser les miettes. Sivakov, le pauvre, voilà, qui craque sur cette étape 18. Il va terminer assez loin, peut-être mettant à mal ses chances pour le podium final. Sivakov qui va nous rejoindre la saison d'après. Donc c'est amusant. J'aime bien Tom Skynes. J'aime beaucoup. Donc cette victoire, comme celle de Thomas de Ghent un petit peu avant, me ravit. Caruso n'aura pas réussi à prendre son étape. Et au général, regardez, on va avoir un écart qui s'est amplifié. 4 minutes 33, ok. Fin du bal. Cette Vuelta, il n'y a plus qu'à la terminer. Alors que dire après ça, que on va se trouver forcément de nouveaux objectifs sur les étapes 19 et 21 qui vont être la constitution d'un train de sprint correct autour de Paul Penouette, bien entendu, et essayer de maîtriser un tant soit peu la course tant que d'autres équipes ne le font pas, tout simplement. Donc c'est pas
palpitant pour le classement général. En revanche, en tant qu'exercice d'entraînement au sprint, ou exercice de test, ça peut être plutôt intéressant. Alors dans cette étape-là, vous voyez, au début, j'assure un petit peu le train avec Aski, notamment Olivier Legac. Et puis après, on sait que certaines équipes sont intéressées par la victoire d'étape. Par exemple, la Quick Step. Donc évidemment, on va laisser, surtout que devant les deux hommes, Pérez et Martin, n'auront jamais l'essence pour aller jusqu'au bout. Donc pas de doute là-dessus. On aura bel et bien un sprint massif. À part si quelqu'un sortait dans les derniers kilomètres, peut-être, mais c'est devenu bien difficile dans ce mode de jeu de sortir comme ça en difficulté extrême dans les 5 derniers kilomètres. On peut le faire dans certains types de cas, mais pas avec un peloton complet et des équipiers en pleine forme, comme c'est le cas ici. On voit qu'Ineos Grenadier prend le relais du travail de la Quick Step. D'ailleurs, moins présente ici, là, sur cette toute fin. Alors, j'ai essayé d'adopter la tactique que m'a proposé l'un d'entre vous, à savoir de manipuler plutôt de l'effort curseur avec le GAC et même avec Louis Aski pour seulement lâcher les chevaux avec Stewart et Paul Penwet. Et vous voyez, il va se produire ici un sprint que je qualifierais de presque bon. Enfin, un détail très important près, regardez, c'est que Paul Penwet, à un moment donné, a subi un blocage et du coup, toutes les peines du monde à revenir et finit 3e. Donc, ça, c'est un peu ce que j'ai vécu plusieurs fois. Bon, c'est pas dramatique, c'est juste que on a été bloqué. À un moment donné, il semble que Paul Penwet ne tienne pas vraiment la roue de l'ami Stewart. Donc ça, c'est dommage parce qu'après, sur le finish, j'ai observé un premier moment, regardez ici, où Paul Penwet lâche un peu la roue. Il se fait forcément mettre quelques longueurs de vélo. Et puis surtout, il y a d'autres mecs qui se mettent entre. Voilà. Impossible de reprendre cette roue ici. Voilà, c'est totalement fichu. Et après, avec les qualités tout de même de sprint de Penwet, on va pas être très loin de la victoire. Mais c'était un peu trop de retard pris dans cette fin d'étape pour damer le pion à Van Tricht ou bien Niklas Arndt. Voilà, donc c'était... peut-être on retentera notre chance à l'étape 21 en essayant d'avoir une issue un petit peu plus heureuse. Mais là, pour le coup, c'était chou blanc. Alors, s'ensuit quand même une étape 20 sur laquelle il y a des choses à faire. C'est une très jolie étape avec un grand nombre de difficultés qui se succèdent. Peut-être ici envoyer des hommes à l'avant ou bien se contenter de contrôler. Plein de stratégies sont possibles. Après, avec une telle avance au général, je vous avoue que je n'ose pas commencer à envoyer quelqu'un tout de suite. Je trouve que ce serait un petit peu contraire à l'esprit de ce sport. Bon, voilà, pour essayer de jouer en cohérence avec les plus de 4 minutes 30 d'avance de David Gaudu au classement général. Sur le reste, autant jouer vraiment le jeu de mener le peloton. Alors sur un rythme calme, Olivier Legac ici, voilà, qui roule. Olivier Legac, quand même très solide au fil de cette Vuelta. Il aura été un super élément. Après, par alternance, également, j'ai demandé à Jake Stewart de faire le taf. À Louis Aski, même à un endroit, vous allez voir dans quelques dizaines de kilomètres, à Paul Penwet. On voit qu'aussi à des moments on sollicite Thompson, plus pour ses qualités de grimpe, on a l'habitude. Et donc je me dis à ce moment-là que quelque chose est peut-être tentable, mais pas tout de suite, pour se faire plaisir réellement. On est sur Pro Cycling Manager, c'est un jeu, on a le droit à des moments d'essayer de faire des choses juste pour le plaisir.
Vous allez voir ce que je vais tenter. En tout cas, Thompson voilà, aura fait du bon travail. On a relevé Penwet en vue du lendemain. On a Stewart qui est également HS, ainsi que Le Gac et Thompson. Et là, je lance Romain Grégoire. Voilà. J'ai choisi de partir ici à un peu moins de 70 km de l'arrivée, déjà en misant sur une chose, c'est que pas grand monde ne suivrait Romain Grégoire. En fait, le seul qui a suivi, mais d'un peu loin, c'est Simon Kerr. Donc, Romain Grégoire peut ainsi prendre pas mal d'avance relativement rapidement. Puis après, ce qu'il faut voir, c'est de quelle façon est-ce que cette avance-là, on pourra la conserver, quitte à perdre au fil du temps quelques dizaines de secondes par-ci, par-là. Donc voilà, gros pari. Et là, il y a une contre-attaque de Derek Guy qui ne m'arrange pas, parce que lui est dangereux au classement général pour la position de 9e ou de 8e de certains. Et donc, ça peut obliger certaines équipes à rouler. En l'occurrence, on avait vu dans un premier temps la Bora qui réagissait. Ici, Ineos qui également ne se laisse pas faire. Et Romain Grégoire qui quand même tient bon à 2 difficultés de la fin. Toujours 2 minutes d'avance pour le jeune Français. Mais au sommet déjà un peu moins de 2 minutes. Forcément, c'est monté relativement rapidement. Et forcément, c'est difficile. Attaque de masse. Woods et Sivakov, Pidcock prennent ou tentent de prendre la suite. Vous avez compris, accélération donc dans le groupe de favoris. N'est-ce pas là les espoirs de Grégoire qui viennent de s'enterrer? Bah oui, clairement, surtout que Grégoire bute dans la dernière difficulté. Ok, donc le coup était tenté d'un peu trop loin, on va dire, mais je voulais pas le tenter de manière classique, comme on l'aurait fait sur une étape 3 par exemple, où on aurait attendu la dernière ascension ou l'avant-dernière seulement, et on aurait envoyé comme ça un puncher et on aurait pu gagner peut-être facilement sur ce jeu. Donc je me disais qu'il fallait essayer de tenter quelque chose. Bon, en l'occurrence, Enric Mas est très fort. Gaudu ne tient pas à rouler pour Mas. En revanche, une fois que ça revient, on se dit, et si on essaye d'emmener Lenny Martinez peut-être vers quelque chose pour le récompenser là aussi de cette Volta? Attention, Buitrago est encore en forme. Il y a un groupe comme ça, à l'instar de Tom Pidcock, qui n'a pas décidé de se laisser faire et de viser clairement la victoire d'étape en cette étape 20. Super. Et du coup, je cale mes mecs sur 2 roues que je choisis. Donc, Lenny Martinez est dans la roue de Kemna et David Gaudu, qui est plus puncher, dans la roue du meilleur puncher de cette échappée, ou de ce, on va dire, du restant du groupe de favoris en cette étape 20, Tom Pidcock. Dès lors, Sivakov avait donné du soutien à Pidcock, qui lance, et Gaudu, blam, passe à la corde. Mais finalement, Gaudu a été emmené sur un plateau par l'attelage Sivakov-Pidcock, puisqu'après, une fois qu'on a l'aspiration de la roue de Tom Pidcock, c'est pas trop difficile de conclure avec David Gaudu, qui donc s'adjuge une nouvelle étape sur cette Volta. Voilà, j'ai joué crânement ma chance. J'aurais aimé que ça tourne en faveur de Martinez ou de Romain Grégoire. Ça n'a malheureusement pas pu être le cas. Ça reste un grand tour, on fait pas ce qu'on veut. Et puis l'adversité a beau ne pas contenir tous les meilleurs cyclistes du moment, il y en a quand même qui sont présents, qui sont pas mauvais. Donc on fait pas ce qu'on veut. Ici, regardez, blam, Gaudu qui passe à la corde. Au final, le profil de David Gaudu, c'est-à-dire un puncher grimpeur ou grimpeur puncher peut-être davantage, est passé ici comme une lettre à la poste sur cette étape, et quand même aussi sur tout un tas d'étapes difficiles de ce Tour d'Espagne. Et l'on aborde alors l'étape 21. L'étape 21, la toute dernière, donc dernière chance également pour essayer d'aller gagner une deuxième étape pour Paul Penwet. Heureusement qu'au moins on en avait pris une au début, parce que on n'est pas sûr d'en reprendre une deuxième dans l'immédiat là.
Il y a de la fatigue, les mecs ont perdu leur pic de forme, logique, hein, pour l'essentiel en tout cas. On fait ce qu'on peut, hein, on termine la Vuelta fatigué, un peu comme tout le monde probablement. Et je vais juste essayer de positionner tout le monde. En cette étape 21, je ne protège plus David Gaudu. Bah, c'est inutile à ce stade. Surtout que j'ai envie de constituer un train relativement fort pour Paul Penouet en demandant à Romain Grégoire de s'y inclure. Et donc Olivier Legac, à un moment donné comme ça, à une dizaine de kilomètres de l'arrivée, va assurer un très très gros relais. Et puis après, ce sera au tour de Romain Grégoire d'essayer d'emmener Heskey, Stewart et Penouet dans sa roue. Donc on va regarder ce que ça peut donner. Grégoire qui accélère. Regardez, ça me plaît pas trop. Il y a déjà un écart entre Stewart et Penouet. Allez, c'est peut-être pas encore perdu. Par contre, il va falloir y aller dans pas longtemps. Heskey qui a du mal à lancer. Vous voyez, ça aussi, c'est problématique. On se fait bloquer. Stewart qui lâche Penouet qui, au final, doit se frayer un chemin. Penouet qui va peut-être l'emporter sur la toute fin. Et non. Et non, et non. Donc, ce sprint aura ressemblé à d'autres qu'on aurait vus précédemment. Cette fois-ci, c'est Jonas Rickaert qui s'impose un peu à la manière de Niklas Arndt un peu plus tôt. Ou même, je ne sais plus qui avait gagné. Il y a un certain nombre d'étapes aussi, un sprint comme ça sur le plat. Bref, il y a comme ça des opportunistes qui ont pris les victoires puisqu'il n'y avait pas de sprinter dominant sur cette Vuelta. Et bon, malheureusement, on n'a pas su tirer notre épingle du jeu sur ce sprint pour s'imposer. La Vuelta donc restera à jamais la propriété de David Gaudu. 5 minutes d'avance, je crois que ça va aller. On n'a pas vraiment tremblé, même s'il a fallu être vachement rigoureux à pas mal de moments. Simon Kerr aura le maillot du classement de la montagne. David Gaudu double avec le classement par points. Et puis du côté du maillot blanc, c'est Santi Buitrago, c'est bien mérité. Et le classement par équipe, c'est pour Ineos Grenadier, qui aura été quand même belle sur cette Vuelta. Voilà, il aura juste manqué un leader très très fort. Alors je passe à la deuxième partie de cette vidéo. Deuxième partie où je vais vous parler de ce qui s'est passé sur les classiques pendant la Vuelta, on va dire pendant la deuxième moitié de Vuelta. Hein, on avait Québec, on avait Montréal, et puis après je suis même allé faire un petit tour du côté du Grand Prix de Wallonie. Alors très joli plateau à Québec, hein. Pogačar, Evenepoel, Roglic, Vingegaard, voilà, il y a vraiment du monde. Les très très forts sont là, et on va essayer cette fois-ci avec une équipe autour de Valentin Madouas, Stefan Kung et Thibaut Pinot de tirer notre épingle du jeu. Je vous dis rien, mais normalement on a des chances. Voilà. Normalement on a des chances de bien figurer ici. Ça c'est Québec en premier. Donc Québec est une course sur laquelle, si on est présent en nombre dans le final, sur cette version-là en plus, hein, de Québec, c'est-à-dire pas le traditionnel Québec qui ennuie tout le monde sur PCM depuis X années et qui prend la place de n'importe quelle course pas bien installée dans le bon répertoire. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Non, sur ce profil-là, c'est vraiment joli, et ça se joue sur une très très grosse difficulté finale, un petit peu à l'image de ce passage-là. Ça n'est pas ce passage-là, mais un petit peu à l'image de cette séquence où ça grimpe très très fort et il faut être solidement emmené. À 70 et quelques kilomètres de l'arrivée, déjà il commence à y avoir des trous qui se font, c'est-à-dire que le peloton de favoris ne va bientôt être plus composé que d'une cinquantaine d'hommes. Alors, il y a des petits rapprochements du groupe à l'arrière, et puis après il suffit que devant ça relance avec le travail de la Jumbo et de Ineos par exemple, pour que tout de suite on reprenne du champ
pour les hommes de devant. Donc on voit que quelqu'un comme Ilan Van Wilder aura eu toutes les peines du monde à s'accrocher. Et puis pareil, hein, Sam Omen, voilà, Jay Vine, on a Adam Yates, beaucoup comme ça de coureurs. Michael Matthews qu'on aperçoit là, voilà, qui s'accrochent, puis après ils se font relâcher. Bref, le petit jeu habituel sur parcours vallonné, avec les successions de difficultés, où si vous n'êtes pas situé dans les 20 premiers ou dans les 15-20 premiers, bah honnêtement, vous allez prendre une cassure à un moment ou à un autre, et après il va falloir consommer de l'énergie pour pas grand chose. Attaque de Remco Evenepoel de relativement loin, c'est son registre. Est-ce que Remco va pouvoir faire une différence? Bah là, écoutez, moi je préfère réagir en fait. Je préfère tout de suite, avec de l'effort curseur, remettre en selle les équipiers de rivaux qui ne souhaitent pas voir partir Remco. Voilà, avec gros efforts, curseur protégé sur Madouas, sur Thibaut Pinot, afin de boucher au moins ce trou et réduire l'écart avec Remco, ne pas lui donner la possibilité, bon là on l'a repris, mais ne pas lui donner la possibilité de construire une petite minute d'avance, parce qu'après, Dieu seul sait ce qui pourrait se passer contre-attaque de Pogačar. Pogačar qui part de relativement loin, là aussi on n'est pas surpris, c'est son registre également, en tout cas il est capable aussi de le faire, et là, bon bah, vous doutez bien qu'on a vite réagi. Et puis on arrive quand même dans les 25 derniers kilomètres, ce qui signifie qu'on peut se permettre de faire travailler les uns et les autres, notamment Quentin Paché, Rudy Mollard, peut-être à un moment donné Genietz, qui sait. En tout cas, il faudra travailler, parce qu'on est très très représenté dans ce groupe de 41 coureurs. Et donc on a de quoi demander aux uns et aux autres de faire les bons efforts. Donc ce Québec, cette classique de Québec était vraiment sympa à jouer. J'espère qu'elle aura été agréable à regarder pour vous également. J'ai donc opté pour un résumé relativement long, hein, comme vous pouvez le voir. Parce que mine de rien, c'est maintenant qu'on rentre dans le Money Time, mais tout ce qui s'est passé avant a son importance. Attaque à nouveau de Tadej Pogačar. On a vu que peut-être Tobias Johansen était un peu court pour accompagner. Et nous, par contre, la nécessité de réagir, Jumbo-Visma le fait également, de réagir pour ne pas laisser partir. On n'a pas peut-être vu trop Primoz Roglic, ni Vingegaard, mais vous inquiétez pas, ils sont présents. Allez, regroupement en tête de course, avec Madouas très très bien placé. Stefan Kung, à qui l'on va demander ici de rouler très très fort. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va avoir une difficulté, puis une descente, un plat, et ensuite les pourcentages finaux. Et donc là-dedans, je sais que si Stefan Kung imprime un énorme rythme, pas grand monde ne fera de vraie différence. C'est un peu l'arme secrète de la Groupama FDJ en cette saison-là, sur Pro Cycling Manager, c'est... tu fais rouler Kung très très fort, bah, y a pas grand monde qui est capable de sortir. Donc c'est une arme redoutable que le Suisse. Vous voyez, Alaphilippe, Roglic ici ont essayé, et d'autres également, et personne n'est capable de sortir. On est capable de cadenasser cette fin de course pour faire en sorte que Genietz et Thibaut Pinot soient peut-être en mesure d'emmener Madouas. Alors là, vous voyez qu'actuellement, je joue peut-être pour Pinot. Hein. On va voir. On va voir si Thibaut est cap d'y aller. Je joue pour Pinot, mais je ne sais pas si il aura assez d'essence dans le moteur pour aller jusqu'au bout. Allez, c'est parti. Difficulté finale. Là, on y va à fond, à fond, à fond, à fond. Genietz et l'emballage final pour Madouas, bien sûr. On aurait pu se relever. Vous voyez ? On aurait pu laisser la victoire à Thibaut Pinot. Et en même temps, je trouve que le plus fort doit gagner. Et donc, c'est pas si mal que ce soit Madouas. Triplé Groupama FDJ, par contre, qui me chiffonne un peu.
parce que tripler sur une classique, ouais, ça arrive pas souvent quand même. Hein. Donc ça, c'est vraiment pénible. Mais il faut croire qu'en cette fin de saison, on est quand même mieux préparé que la concurrence. Et moi, à ce stade, je formule déjà l'hypothèse que bah, en fait, malgré tout ce qui a pu être dit ou tenté par les développeurs de ce jeu, la Vuelta qui précède en atteste, ainsi que cette classique et probablement les suivantes. Peut-être sauf le Tour de Lombardie, il faudra voir, je ne l'ai pas encore joué. L'IA n'est pas au niveau. Et ça ne change pas. L'IA sait gérer un pic au mois de mars, au mois d'avril, même un pic au mois de juillet. Allez, on va être complètement fou. Par contre, est-ce que l'IA sait gérer un pic au mois de septembre? Non. Elle ne sait pas le faire dû à l'enchaînement de pics. Alors peut-être que ceci appelle une modification du système de planification du jeu afin que non pas les joueurs soient peut-être aidés par une simplification, mais surtout l'IA puisse peut-être proposer quelque chose d'un peu plus propre. Non, j'ironise un peu. Disons que c'est un peu récurrent et puis on en a marre. On en a juste marre que à partir du mois de août environ, bah, ça devienne quand même un jeu plus facile par rapport à ce qu'on a connu sur les grands rendez-vous, notamment au mois de mars, au mois d'avril. Essayer d'aller gagner Paris-Roubaix avec quelqu'un hors des 5 tout meilleurs, bah, c'est quand même pas facile du tout. Alors que aller battre ici Pogacar à Québec, Remco Evenepoel, etc., pour moi, ça a été trop facile, vous voyez. Donc, à Montréal, je suis encore un peu amer de ce qui s'est passé la veille. Et puis, il va se passer quelque chose. Regardez, vous avez remarqué, hein, c'est pour ça que je m'attarde sur ce début de course. Bah, en fait, Mollard, Paché, Madouas, Pinot et Kevin Genietz ont, mine de rien, profité d'une cassure. Cassure à l'avant du peloton. Cassure à l'intérieur de laquelle on retrouve également Simon Yates, le très dangereux Lorenzo Rota, on retrouve Alexander Vlasov également, Aurélien Paré-Peintre, Guillaume Martin. Mais au final, ouais, c'est quand même surprenant ce qui s'est passé. Comme si la Quick Step, la team UAE, la Jumbo, s'était complètement fait avoir par cette cassure. Alors à un moment donné, regardez, je me fais lâcher parce qu'en fait, ils n'arrêtent pas d'attaquer. Ça n'arrête pas d'attaquer dans le groupe d'une vingtaine de coureurs là. Et du coup, je me fais lâcher Madouas. Et là, je me dis, peut-être qu'il serait sain de faire un énorme effort pour rentrer tout de suite, plutôt que se retrouver à devoir attendre le peloton et ne pas finalement profiter d'une échappée qui nous amène gratuitement dans les meilleures conditions à 30 km de l'arrivée. En tout cas, c'est une option possible à ce stade-là. C'est pour ça que j'emploie à mort Rudy Mollard, voilà, pour essayer de rentrer sur le groupe au sein duquel Paché et Pinot avaient eu moins de mal à rester, car mieux placé au moment où ça avait très largement accéléré. La Lotto Destiny est plutôt pas trop mal représentée dans cette échappée. On va voir. Mais il y a 2 minutes 30 pour ce groupe-là d'avance sur le peloton. Et il reste 175 km. Donc ça va, on a de la marge. On ne peut pas dire que ce soit encore déterminant comme coup de Trafalgar dans cette course. Mais voilà, 20 hommes à l'avant. Presque 3 minutes désormais d'avance sur le peloton, avec à l'avant du peloton Jevine pour Pogacar et Fausto Masnada pour Remco ou pour Alaphilippe. À voir. En tout cas, nous, on n'a pas grand chose à faire d'autre que suivre le très très bon rythme imprimé par les équipiers de mecs plutôt candidats de l'échappée, au sein même de l'échappée. Hein. Donc c'est ainsi qu'on voit un coéquipier de Vlasov s'employer, on voit un coéquipier de Lorenzo Rota
aussi qui s'emploie, un coéquipier Lotto Destiny aussi à des moments, puis je mets un petit effort curseur histoire de montrer qu'on fait pas rien. Et sauf que derrière, en fait, le seul Jevine travaille, parce que Masnada a quand même vite fini par s'essouffler. Alors Jevine, il a des notes exceptionnelles hein, sur cette carrière, hein, parce qu'on sortait d'un moment où la WorldDB avait remis les notes à jour. C'était post-Dauphiné 2023 IRL. Hein. Donc je vous situe ça aux alentours du 10-15 juin. Pour mémoire, 10-15 juin 2023, le début de cette partie, avec donc un Jevine de gala. Et c'est vrai qu'à lui seul, peut rouler très longtemps. Maintenant, est-ce que Jevine peut reprendre 18 hommes à l'avant qui maintenant ont 3 minutes 30 d'avance? Je n'en suis pas convaincu. Il faudrait que d'autres équipes viennent aider. Ou alors, il faudra que Tadej Pogacar et Remco Evenepoel, par exemple, sortent par eux-mêmes et viennent boucher par un effort énorme un gros écart, ce qu'ils sont capables de faire. Hein. Ils sont tout à fait capables de boucher 3 minutes ou 4 minutes très très facilement si ça craque devant. Attaque à l'arrière, vous voyez, alors que Adam Yates et les UAE ne bougent toujours pas. Il y a Jay Hindley notamment, Quinn Simmons qui sont sortis. Ah, on va voir, on va peut-être avoir pas mal d'animations. Ah tiens, Andreas Leknesund également présent dans ses poursuivants, qui sont 5. Matthews est sorti dans un deuxième groupe de poursuivants. Ça roule toujours de manière cool, mais pas non plus démente. Je choisis de relever à ce moment-là hein, Stéphane Kung ainsi que Kevin Genietz et Bruno Armirail, considérant que leur travail pour aujourd'hui est terminé. Ils ne seront pas en jeu pour la victoire, donc il n'y a pas d'effort superflu à faire. Et à l'avant, vous voyez, on est toujours relativement serein malgré l'écart qui se réduit vis-à-vis d'un des poursuivants, et on commence un peu à se regarder. Simon Yates, par exemple, est un énorme danger. Alexander Vlasov l'est également. On ne peut pas dire l'inverse sur ce type de parcours. Attention à ces deux hommes-là. Attention éventuellement à Rota, hein, on ne sait jamais. En tout cas, derrière, ça semble un peu s'exciter. Vous voyez, je me méfie quand même de Simon Yates, hein, parce que autant Kras fait le boulot et on se doute bien que Kras ne joue pas sa propre partition, autant pour d'autres quand même on surveille, et là je choisis d'accélérer. Valentin Madouas, pour essayer de préparer le terrain ici pour Thibaut Pinot, on essaye de faire attaque qui fait mouche pour empêcher certains de nous suivre, et Thibaut Pinot est libéré. Allez mon Thibaut, si t'es capable d'aller me terminer tout ça, franchement c'est génial. Ouais, malheureusement Van Aert va s'accrocher, et c'est ce qui fait que je vais devoir peut-être revoir un petit peu ma stratégie. J'aurais bien aimé que Thibaut puisse sortir, mais ça n'est pas le cas. Donc on va jouer quand même le coup différemment. Thibaut, gros effort. Attaque de Valentin. On a préparé l'attaque de Valentin Madouas pour voir s'il n'y aurait pas moyen de terminer comme ça en solitaire avec Valentin. Il en est capable, surtout que nous attend désormais une descente, et ensuite c'est relativement plat. Et ça, Madouas le gère à la perfection. Une grosse dizaine de secondes d'avance, avec quand même plus de 6 km à boucher. Vlasov en contre auquel Pinot s'accroche, et surtout Van Aert de la Lotto Destiny qui tente absolument de revenir sur Valentin. Est-ce que Van Aert va boucher comme ça ces quelques secondes d'écart avec Valentin Madouas, ou est-ce que force restera au Breton champion du monde? Regardez, on commence à avoir un petit peu la réponse. Non, Van Aert ne reviendra pas. Et Valentin Madouas va s'imposer plutôt de jolie manière. Je ne la qualifierai pas d'exceptionnelle, mais de jolie manière.
exceptionnel c'eût été de l'emporter dans un final face à Pogačar, Remco et par exemple Mathieu Van Der Poel et Wout Van Aert, quoi. Voilà. S'ils s'imposaient dans un final face à ces mecs-là, là, on aurait été sur un scénario exceptionnel. Là, c'est juste opportuniste. Opportuniste, et puis après, c'est sûr que par contre, quand il y a une opportunité qui se présente, là, il y a zéro cadeau. Et donc, doublé canadien pour l'ami Valentin Madouas, après Plouet, après son titre de champion du monde. On peut dire que la période post-Tour de France, la troisième partie de saison de Valentin Madouas se passe superbement bien. Rendez-vous est déjà pris en Lombardie, entre lui et on verra l'état dans lequel David Gaudu se trouvera. Je ferai les comptes après la semaine de repos qui suivra la Vuelta. Mais par contre, Madouas, Pinot et quelques autres seront en pleine bourre. Je vous propose, pour terminer cette vidéo, le Grand Prix de Wallonie, qui a lieu quelques jours plus tard, et sur lequel j'avais tout de même l'envie de faire triompher Thibaut Pinot. Voilà. En fait, j'aurais adoré qu'une des deux classiques qui se déroulent au Canada puisse réussir à Thibaut, et je suis assez déçu, désolé de ne pas avoir pu le faire. Après, la plus belle fin, ce serait la Lombardie, mais il faut peut-être pas rêver de ce côté-là. Donc, je voulais quand même que Thibaut lève les bras une dernière fois en cette saison d'adieu. Et donc, à cet effet, je suis allé jouer le Grand Prix de Wallonie avec une équipe assez proche, voire même identique à celle qu'on avait déjà alignée sur les deux classiques précédentes pendant la Vuelta. Et c'est ainsi que on a fait le boulot pour emmener Thibaut lever les bras, si possible, en haut de la citadelle de Namur. Et écoutez, la parole est désormais à Stefan Kung, qui imprime un rythme de dingue. Stefan Kung en approche de la montée de la citadelle. Voilà. Ensuite, Valentin Madouas sera chargé de déposer Pinot à quelques hectomètres de la ligne dans les meilleures conditions qui soient. Rudy Mollard s'accroche pas mal. C'est bien. Allez Thibaut. Voilà. On recale Madouas dans la roue. Victoire de Thibaut Pinot à Namur comme un symbole. Il aura donc levé les bras une dernière fois en cette saison. Et la concurrence aura été bien effacée sur cette course-là encore. Ok. Donc c'était juste pour le petit clin d'œil qu'on propose cette course. Moi que j'aime bien, le Grand Prix de Wallonie, j'aime bien, mais bon voilà, c'est plus anecdotique dans un calendrier. Donc, quelle suite à donner à tout cela? Eh bien, aller vers le Tour de Lombardie, essayer de s'y comporter le mieux possible, peut-être faire lever les bras à l'un d'entre nous, et puis tout simplement basculer sur une saison 2024 où je jouerai très peu de courses, je les ciblerai de manière très précise. Je pense qu'on jouera à l'Estrade Bianche et on ratera pas les monuments non plus. Je vais pas changer du tout au tout, mais on ira beaucoup plus rapidement en espérant convoler joyeusement vers 2025 pour peut-être un Romain Grégoire en état de gagner des choses assez majeures. Voilà. À plus, bye bye.